Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Moi, je fais la petite musique d'attente. Ta-ta-ta-ta. Voilà, normalement c'est bon. On est C'est en... bon. Ouais, c'est bon, on est en direct. Super. Bon, bah écoute, salut Aurélie. Salut à toi Virginie. Bon, super. Donc on se retrouve en live comme prévu aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez sur peut-être en live avec nous et peut-être en replay si vous reprenez ça plus tard. Donc mettez-nous dans le chat. Si vous êtes en live, vous nous mettez un petit mot live. Si vous êtes en replay, écrivez-nous replay. Comme ça, on sait que vous étiez là avec nous. Un petit pouce aussi. Et puis si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, en plus de celles que Virginie va me poser, voilà, ce sera avec plaisir. Mais voilà, mettez-les dans les commentaires, comme ça on peut les voir le plus rapidement possible. Sinon, je vous répondrai soit moi, soit Virginie en différé en commentaire. Ok, super. Bon, alors on se lance aujourd'hui dans une thématique que je trouve super importante parce qu'elle nous concerne beaucoup, beaucoup d'entre nous. Parce que j'entends aussi beaucoup des personnes qui viennent à l'Orléans et qui nous disent, ben voilà, j'ai plutôt tendance à penser aux autres qu'à moi. Euh, j'ai beaucoup peur de ce que l'autre, de perdre l'autre en fait. J'ai beaucoup peur de faire quelque chose qui va pas plaire à l'autre, qui va. Il y a une envie vraiment de vouloir toujours bien faire. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, la thématique c'est la dépendance affective et un mécanisme très inconscient qu'on a du mal des fois à repérer soi-même parce qu'on ne l'a pas conscientisé, on n'a même pas mis d'étiquette dessus. Donc on ne sait pas franchement si on a affaire à ça. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. La première question que je vais envoyer à notre spécialiste, Aurélie, c'est mais c'est quoi en fait la dépendance affective? Ouais. Donc, la dépendance affective, de manière générale, c'est quand notre bonheur, notre bien-être va dépendre de l'autre. Tout notre équilibre intérieur va dépendre de si notre partenaire se sent bien ou si notre partenaire se sent mal. Donc souvent, un indicateur de si on est dans une dépendance affective, c'est quand l'autre va bien, bah, je vais bien. Quand l'autre va pas bien, je ne vais pas bien. Alors, ça n'empêche que nous sommes humains, on est aussi empathique, donc ça ne veut pas dire qu'on doit être complètement hermétique aux émotions de l'autre et être complètement détaché, se dire il faut que j'arrive à un stade où j'en ai rien à faire, c'est pas du tout ça, mais c'est de se dire que certaines personnes vont être vraiment profondément affectées dès que l'autre ne va pas donner suffisamment de signes d'affection ou d'attention. Et ça peut plonger vraiment dans des états émotionnels qui sont quand même intenses. Comme tu l'as dit, Virginie, des fois, ça va être une peur d'être abandonné ou une peur d'être rejeté. Ça, souvent, c'est des signes de la dépendance affective. Il y a aussi, justement, par peur d'être abandonné ou rejeté, il va y avoir des comportements qui vont découler de ça et qui vont être de l'ordre du sacrifice où je fais passer constamment l'autre en priorité, je m'assure que l'autre se sente bien, je m'assure que ses besoins soient nourris, qu'il soit content, et moi je me fais passer en dernier. Parce que moi c'est pas important, la priorité c'est que l'autre se sente bien parce que je veux m'assurer que euh, il n'y a pas de risque d'abandon, il n'y a pas de risque de rejet. Et donc forcément, ces comportements, ils sont basés sur une peur. Donc c'est pas forcément sain sur le long terme, parce que tout comportement qui va découler à partir d'une peur, ça fait qu'en général, ça va nous amener inconsciemment et sur le long terme à vivre justement cette peur que l'on redoute tant. Donc voilà déjà quelques signes qui montrent qu'on est dans une dépendance affective. C'est quand il y a vraiment cette notion de sacrifice et que on en arrive aussi à s'oublier soi-même. Moi, par exemple, tu vois, j'ai été dans de la dépendance affective et c'était lié à ma grosse blessure d'abandon. Et je tombais tout le temps dans les mêmes schémas relationnels, c'est-à-dire qu'au début de la relation, tout est beau, tout est rose, sauf qu'à un moment donné, quand tu vois la relation avance et que l'amour est présent, il y a un point de bascule où je commençais à avoir peur d'être abandonnée. Parce qu'au début de la relation, tu sais, on donne le maximum, on a beaucoup d'affection, donc c'est des je t'aime, c'est des petits mots doux, c'est des petits gestes tendres. Donc, bref,
sais, ce fameux réservoir d'amour, il est bien rempli. Sauf qu'à un moment donné, arrivent dans le temps bah, les premiers désaccords, les premières petites tensions. Et à ce moment-là, je me rendais compte que ben voilà, il suffit qu'il y ait un désaccord ou une tension, l'autre commence à s'éloigner un petit peu. Et là, tout de suite, ça activait mon insécurité affective. Et du coup, dès que l'autre avait tendance à s'éloigner, ben moi, c'est là où du coup, je passais en mode, ok, faut que je donne plus, toujours plus, au point de, à un moment donné, complètement m'éteindre et perdre ma lumière. Parce qu'en fait, je donnais, quitte à m'effacer, quitte à m'oublier, quitte à me faire passer en dernier, mais bien entendu, dans l'espoir de recevoir en retour. Et donc, si je recevais pas suffisamment, ça activait encore plus mon insécurité. Et à un moment donné, quand la relation avançait, que j'étais pris dans cette spirale infernale, euh, ben j'étais épuisée émotionnellement. Ça m'arrivait même d'être épuisée physiquement parce que euh, la peur de l'abandon faisait que ça me coupait l'appétit et donc je perdais du poids. Et puis c'est surtout que plus je donnais et plus l'autre s'éloignait parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la dépendance affective, on peut être dans un profil anxieux en termes de style d'attachement ou on peut être dans un profil évitant. Et moi, comme dans mon profil d'attachement, j'étais une anxieuse, bah, c'était ce truc de tout de suite, donner un maximum. Alors que justement, l'évitant, lui, c'est ouh, ok, pas trop d'émotions, pas trop de démonstrations, besoin d'espace, besoin d'être seul. Et en gros, ça, c'est ce qui activait encore plus mon insécurité. Et donc, on partait dans des spirales infernales jusqu'à ce que, bizarrement, l'autre finisse par m'abandonner. Donc, Mhm. euh, voilà ce que c'est que la dépendance affective et les signes dans la relation qui peuvent nous indiquer que justement, on a besoin de travailler là-dessus parce que la source, c'est une blessure. Blessure d'abandon, blessure de rejet. Et puis, bah, bien sûr, la source, en général, ça vient de l'enfance. Tu peux être sûr que quelqu'un qui est dans de la dépendance affective, ça veut dire qu'il fait partie d'un profil d'attachement qui est insécure. Et cette insécurité, elle vient de l'enfance. C'est parce qu'à un moment donné, dans notre développement, on a manqué d'attention à un moment ou à un autre. On a manqué d'affection, on a manqué peut-être de présence. Donc des fois, c'est pas forcément un véritable abandon physique, mais ça peut être juste de se sentir abandonné par l'un des parents, parce que des fois, vous avez des parents qui sont présents physiquement, mais qui sont pas là émotionnellement. Et donc ça peut créer une cassure en nous en tant qu'enfant, un vide affectif qui va faire qu'en tant qu'adulte, on va vouloir combler ce vide affectif, sauf qu'on va tout miser sur l'autre. Et c'est comme ça qu'on rentre dans cette dépendance. Ouais. Ça, c'est vraiment pas toujours évident à voir soi-même, en fait. Parce que parfois, moi, ce que j'entends et bon, ce que je connais de moi aussi, c'est que j'ai commencé à voir un petit peu ce profil-là qui se déroule. On a l'impression de donner, donner, donner. C'est comme si on se dit, ben voilà, notre amour, il est tellement grand, on est tellement généreux, on a tellement d'amour à donner. Et, euh, et en fait, on a du mal à voir et à concevoir que cet amour, il est conditionnel, en fait. On attend quelque chose en retour. Tu l'as dit. Et je voulais souligner encore parce que c'est des fois, on le voit vraiment pas, ça. On s'imagine, non, non, on donne, c'est notre être qui donne, on est généreux, on a envie de donner notre amour, on a plein d'amour à donner. Et qu'en fait, cette dépendance affective, elle est pas forcément révélée à nous parce que voilà, parce que on a l'impression d'avoir cet élan de donner. Ouais. Euh, Et puis Qu'est-ce c'est que tu quelque chose dirais? qui peut Ouais, être ouais, qui peut vraiment être considéré comme normal. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est c'est que ça. déjà, on vit dans une société où le don de soi, voire même des fois le sacrifice, est bien vu, entre guillemets. Et puis c'est surtout qu'on ne peut pas se rendre compte qu'on est dans une dépendance affective bah, quand on a nous-mêmes eu des parents qui étaient dans de la dépendance affective. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est une transmission de blessures, c'est une transmission de trauma. Et donc, en tant qu'enfant, tu peux être sûr qu'on va modéliser, on va calquer sur la dynamique relationnelle dans laquelle on grandit et on évolue. Donc, bien souvent, quelqu'un qui est dans de la dépendance affective, tu peux être sûr que ben, il y avait des parents aussi qui étaient dans de la dépendance affective. Et donc, si par exemple, euh, on grandit sur un modèle, par exemple, de mère sacrificielle,
ben en fait, tu te dis c'est la normalité. En fait, c'est comme ça que une mère devrait fonctionner. Et d'ailleurs, dans cette notion, tu vois, du rôle de la mère, c'est de voir que dans la dépendance affective, le rôle de la mère est tellement présent que l'épouse n'est plus au premier plan, ou même juste tout simplement la femme. C'est-à-dire que le sacrifice est tellement grand qu'à un moment donné, la femme ne s'honore plus. Elle prend pas le temps de prendre soin d'elle, elle prend pas le temps de prendre du temps pour elle. Euh, ou alors si elle le fait, il y a une grosse culpabilité derrière et donc du coup, elle se remet à l'action, tu vois, pour faire un maximum de choses. Alors c'est pareil aussi pour les hommes, hein. Vous avez aussi des hommes qui sont dans de la dépendance affective et qui sont aussi dans le sacrifice. Mais encore une fois, tout dépend du profil d'attachement. Soit on est dans un profil anxieux et puis c'est ce truc de peur de l'abandon et c'est d'être tout le temps après l'autre pour quémander de l'amour et de l'affection. Ou alors on est dans un profil d'attachement qui est de l'ordre de l'évitant. Et c'est en gros, je repousse parce que j'ai peur de souffrir en donnant trop, mais ça reste de la dépendance affective. C'est juste qu'en général, le clash, c'est quand l'anxieux va forcément attirer un évitant. Et ça, c'est le parfait match pour rejouer une dynamique souffrante. Parce que Mhm. du coup, on va appuyer sur les boutons de l'un et de l'autre et on va appuyer là où on n'a pas envie d'aller voir, mais pourtant souvent c'est là où il y a besoin d'aller guérir, il y a besoin d'aller réparer. Donc c'est juste de prendre conscience que se sacrifier, c'est pas quelque chose de normal déjà. Parce qu'on a l'impression que se sacrifier, c'est quelque chose de beau. Mhm. Et puis c'est surtout, les autres vont nous dire merci. Mais on le voit bien qu'en général, ça fonctionne pas comme ça. C'est plus on donne et plus les autres, ils ont l'impression qu'à la limite, c'est normal, ça devient un acquis. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, tu as la frustration qui monte. Parce que tu te dis, mais merde, je donne, je donne, je donne. Mais au final, les autres, c'est un peu tranquille. Ils considèrent que c'est normal. Et donc, du coup, comme c'est normal, ils ont été habitués à ça. Ben, dans leur normalité, c'est normal qu'ils exigent, pardon, ce niveau, tu vois, de donner, donner, donner. Donc, Mhm. ça demande un rééquilibre, ça demande un recentrage, et puis ça demande aussi d'aller guérir les blessures, tu vois, qui sont à la cause, en fait, de cette dépendance. Ouais, c'est vrai que souvent aussi j'entends des personnes me dire qu'elles ont conscience qu'il y a des blessures, qu'il y a quelque chose dans un schéma qui existe. Il y en a peut-être qui ont même lu le bouquin de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Ouais, Mais la difficulté, c'est ben, comment on peut arriver à non seulement en avoir conscience et savoir qu'elles sont là, mais de les guérir, de les apaiser. C'est là que je voulais en venir à te poser la question, bah oui, justement, quelle est la démarche spécifique de la reliance amoureuse qui fait que, eh ben, on arrive à s'en libérer et on arrive à justement avoir un rééquilibrage qui fait que cette dépendance affective, ce déséquilibre, en fait, intérieur, peut se rééquilibrer. ouais. Ça passe par une double action. Parce qu'il y a une action qui va être de l'ordre, je mets des choses en place, en Mm. surface. Donc, ça peut être, je travaille sur ma posture, je travaille sur comment je peux retrouver ma juste place, comment je peux améliorer aussi ma communication, parce qu'en général, quand on est dans de la dépendance affective et qu'on en arrive à un seuil de frustration parce qu'on ne reçoit pas, tu peux être sûr qu'on va soit être dans du passif agressif, soit dans des activateurs de conflit. On va rentrer dans les reproches, les critiques, les jugements. Et ça ferme le cœur et ça fait encore plus fuir la personne que l'on aime. Donc souvent, il y a un rééquilibrage qui est de l'ordre du pratico-pratique, améliorer la gestion de mes émotions, améliorer ma communication, améliorer ma posture, apprendre aussi à remplir mon réservoir d'amour pour que ce soit pas forcément les autres qui le fassent, mais que j'apprenne à le faire moi-même. Donc ça veut dire booster ma confiance et mon estime de moi, mais de manière solide. Et puis ça passe aussi par aller justement guérir les blessures qui sont à l'origine et qui ont créé cette dépendance affective. Parce que, en effet, si les personnes ont lu le bouquin de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme, ce qui est génial, c'est déjà de comprendre que, bah ouais, je fais remonter à la conscience que je suis dans un schéma ou que je suis dans telle blessure et du coup je me dis,
ah mais oui, mais ça y est, j'ai compris. Je comprends pourquoi je fonctionne comme ça. Je comprends pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'arranger. Parce que moi, j'ai fait cette erreur, ou en tout cas, j'ai vécu cette expérience, si on peut dire ça comme ça. Et je le Mhm. vois aussi chez mes clients, c'est pas parce que tu as compris et tu as pris conscience des choses que ça change. Il faut aller plus loin. Parce que souvent, les blessures qui sont à l'origine de la dépendance affective, ça nous amène à avoir développé des programmes qui sont calqués sur un modèle qu'on a vu toute notre enfance. Donc en fait, on ne peut pas sortir d'un programme juste avec le conscient. Il faut retourner justement dans le subconscient pour pouvoir changer le programme qui fait qu'on agit de cette manière. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes des fois qui se lancent dans une thérapie classique ou qui vont faire de la sophro. C'est des méthodes qui sont géniales, mais le truc c'est que souvent, juste regarder des vidéos gratuites sur YouTube ou juste acheter un bouquin ou faire certaines thérapies, c'est pas suffisant si on travaille que sur le conscient. Parce que bien souvent, c'est ce que me disent mes clients, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Mhm. Il y a souvent ce truc de se dire, ah j'ai compris, je vais faire des efforts. Donc ouais, quand on fait des efforts et qu'on est conscient de faire Conscient. des Mhm. efforts, bah justement, ça va marcher pendant quelques jours, grand maximum quelques semaines, mais c'est pas suffisamment ancré pour que ça perdure dans le temps. Et donc à un moment donné, dès qu'on commence à relâcher un petit peu du mou, bam, on repart en pilote automatique sans s'en rendre compte et on repart dans les travers. On repart dans les anciens schémas. Donc ça demande Mhm. vraiment de reprogrammer au niveau du subconscient les croyances limitantes qui ont été implantées, les schémas limitants, les programmes limitants pour les remplacer par des nouveaux qui vont être porteurs, qui vont être positifs Mhm. pour soi et pour Mhm. les autres. Mhm. En tout cas, moi, ce que je vois aussi, que je trouve ça génial dans ta démarche que tu as développée au cours de ces 11 dernières années, quand même, tu as passé 11 années à vraiment aller à fond dans ce sujet, à regarder toutes les expériences, à améliorer au fil du temps, tout ça, c'est que, en fait, en tout cas, dans la reliance, on accompagne, et tu accompagnes les gens à mettre en œuvre, à concrètement des outils que tu donnes dans le quotidien qui fait que ça devient une deuxième nature, ça devient partie de nous, c'est plus quelque chose qu'on doit réfléchir à faire, mais qui devient vraiment naturel. Et ça, Ouais, c'est ça qui fait la différence, parce que finalement, dans une situation de, par exemple, une discussion avec un partenaire de vie, sur un sujet qui fâche un peu, c'est là que nos automatismes se mettent en place. Et c'est là qu'il faut avoir justement les bons automatismes. C'est là qu'il faut avoir des éléments qui sont bien ancrés en nous, sur lesquels on peut se reposer et qui vont faire que, ah ouais, là, ça va, je suis moi-même, je suis apaisée, je gère l'émotion qui monte, bon, je sais ce que je vais dire, je sais comment je vais le dire, ok, on y va. Et là, avec notre énergie et nos paroles, on a une autre discussion avec la personne en face et forcément, ça change la dynamique. ouais, Moi, je trouve ça vraiment particulier dans ce que tu as fait, toi, de vraiment mettre en œuvre les choses pour les personnes, hein. Ça, c'est unique à la reliance ouais. amoureuse. En tout cas, la mission que je m'étais donnée, c'était de pouvoir, comme moi je l'ai fait, aider les personnes à sortir de la dépendance. Et souvent, la dépendance affective, ça se joue pas que dans le couple. On peut avoir une dépendance affective avec nos enfants, on peut Ah avoir oui. une dépendance affective au niveau de l'amitié, on peut même être dans une dépendance affective avec notre thérapeute. Je connais des personnes qui ont fait 10 ans, 18 ans de thérapie, des fois. Et donc, c'est là où tu dis, ouais, en fait, comment je peux donner des outils concrets et tangibles pour que mes clients se sentent outillés et qu'à un moment donné, ils me disent merci Aurélie, j'ai plus besoin de toi. Parce que c'est ça aussi, c'est de se dire comment je peux aider les personnes à se libérer de toute dépendance en fait. Parce que c'est ça à un moment donné, c'est aussi retrouver une autonomie, retrouver suffisamment confiance en soi pour se dire que ben, si à un moment donné la vie m'amène un challenge, ben, je sais que j'ai les outils, je sais que j'ai les bons réflexes pour pouvoir le dépasser. Et c'est pour ça que c'est important, en effet, dans tout ce que je transmets, que ça reste pas juste mental, de j'ai Mhm. compris.
Mais non, c'est pas j'ai compris, mais c'est je le ressens et je le vis et je le mets en application. Et c'est ça qui fait la différence. C'est de pouvoir non seulement se sentir outillé, mais qu'à un moment donné, on se dit même plus j'ai des outils. On se dit, voilà, c'est devenu moi, c'est devenu ma manière de fonctionner, c'est Mhm. devenu un automatisme, c'est devenu naturel. Et quand tu n'as plus besoin de réfléchir parce que ça fait partie de toi, bah là, c'est extraordinaire parce que du coup, c'est quelque chose qui devient naturel. Mais au début, quand j'ai dû mettre en place tous ces outils, que je me suis formée à diverses thérapies, ouais, c'était pas évident. Ça a demandé entraînement, entraînement, répétition, répétition, intégration, intégration, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. De la même manière que tu vois, quand tu apprends à conduire, tu es un peu stressé parce que tu dois checker le rétro, tu dois checker la boîte de vitesse, faut regarder à gauche, à droite. Et à un moment donné, tu arrives à un point où tu conduis en pilote automatique. Tu sais, des fois, tu n'as plus besoin de réfléchir si tu dois passer la Ouais. première, la deuxième, la troisième. Tu n'as plus besoin Ouais. de réfléchir si tu dois regarder à droite, à gauche, ça devient naturel. Bah là, c'est pareil, en fait. C'est de se dire que euh, ben, créer des relations harmonieuses, c'est quelque chose qui doit devenir naturel. Ça s'apprend. Ça s'apprend de créer de Ouais. l'harmonie dans son couple ou dans une vie de famille ou dans n'importe quelle relation. Et donc, à partir du moment où tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends à comprendre comment tu fonctionnes, à trouver les mots justes pour garder le cœur de l'autre ouvert, bah forcément, tout ça, après, ça te facilite tellement, tellement la vie, en fait. Il y a vraiment un avant et un après. Mais c'est clair Alors, que, avec, tu vois, que ça- faut vraiment y aller, ça prend du temps, ça demande de la patience. Mais par contre, une fois que ça s'est intégré, ben après, c'est magique. bah, c'est magique. Et en fait, j'ai envie de dire aussi, en pensant aux personnes qui viennent parce qu'elles se disent, ben moi j'aimerais bien sauver mon couple, j'aimerais que ouais, j'ai peur de perdre ou ma partenaire et qu'elles sont un peu dans cette angoisse intérieure. Et moi j'ai envie de penser à ces personnes en disant, ben paradoxalement en fait, le fait de guérir cette cette dépendance affective affective de rééquilibrer les choses, paradoxalement en ne voulant pas justement être à tout prix accroché à la personne et à ce qu'elle pense et ce qu'elle veut, et il faut l'avoir et on est comme ça déséquilibré vers l'autre, en fait, on se reprend son équilibre. Paradoxalement, c'est très souvent ce qui va permettre à la dynamique de changer et en fait avoir la personne en face se réajuster aussi par rapport à nous et qui vont faire que ben, dans certains cas, ben oui, des personnes, des couples ont pu être sauvés, des gens ont pu retrouver le chemin l'un avec l'autre parce que tout ça a été rééquilibré. Ben oui. Je voulais le dire parce que c'est vrai que des fois, quand on est soi-même dans cette situation, on imagine que il faut s'accrocher comme ça, il faut accrocher l'autre. On est un peu dans Ouais. cette envie. Et puis c'est surtout que ça fait peur, parce qu'en fait, bien souvent, ce que je remarque dans la reliance amoureuse avec les clients, c'est oui, mais Aurélie, si j'arrête de faire ça, j'ai peur que l'autre parte. Et justement, c'est de dire, ben non, mais c'est parce que tu fais ça que l'autre s'éloigne et a envie de partir. Mais c'est, quand tu es dans cette dépendance affective et que tu es dans cette peur de l'abandon ou du rejet, c'est impossible pour toi de comprendre ça, parce qu'en fait, ton cerveau, il est en mode survie. Et tant que tu es en mode survie, bah en fait, t'es tellement tendu que en fait, c'est ce truc de ne me quitte pas, quoi. Et donc, en fait, tu tiens l'autre, même énergétiquement, et plus tu vas tenir l'autre, plus l'autre va se sentir étouffé, va vouloir partir. Et tu l'as bien vu, là, en ce moment, dans la reliance amoureuse, il y a plusieurs clients et clientes qui sont dans ce schéma de euh, des membres du couple veut quitter l'autre. Et, euh, et quand on fait ce travail émotionnel de, OK, on va se préparer, juste préparation mentale à ce que tu acceptes la séparation. Parce que souvent, le réflexe, c'est, il y en a un qui veut la séparation et l'autre s'accroche et veut convaincre et veut l'empêcher de partir. Et en fait, c'est souvent ça qui fait que ça donne encore plus envie à l'autre de partir. Donc en fait, dans la reliance, tu as bien vu, là, à force de faire ce travail émotionnel, d'aller guérir les blessures, les personnes là qu'on a en ce moment qui ont enfin eu le courage
de dire au partenaire, c'est bon, ça y est, je suis OK pour qu'on se sépare, et ben le partenaire a fait marche arrière et a dit non, en fait, je veux pas partir, allons voir, allons faire de la thérapie, allons faire ceci, cela. Donc c'est là où c'est dingue. Alors que là, je parle de clientes, et tu peux le témoigner, Virginie, parce que tu participes aussi au coaching. Je parle de certaines clientes qui, ça fait des fois des mois, voire même plusieurs années que le partenaire veut partir, mais qu'à chaque fois, c'est je veux retenir l'autre. Et là, maintenant qu'elles sont prêtes et qu'elles se disent, OK, je lâche, j'arrête de vouloir sauver le couple et de tenir la barre toute seule et de retenir l'autre, et ben c'est là où justement le partenaire, il y a un électrochoc et se dit, au final, je suis pas sûre là, en fait, je crois que je veux pas partir. Mhm. C'est Mhm. ça qui est, c'est ça qui est puissant. Mais c'est la chose la plus difficile au monde qu'on puisse faire en termes de préparation. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire seul. Moi, je me souviens toutes les Mhm. fois où, quand j'étais dans une dépendance affective, je- j'ai accepté l'intolérable. Je me suis retrouvée dans des situations de couple où je laissais faire l'autre des choses qui n'étaient pas tolérables, que j'aurais, si Mhm. je m'aimais pleinement et profondément, moi en tant que femme, en tant qu'humaine, je veux dire, quand on s'aime profondément, on n'autorise pas ça. Et Mhm. moi, il y a plein de choses que j'ai autorisées dans certains Ah, de mes couples par peur de perdre l'autre. Donc, euh, différents manques de respect à tout niveau. Et, et en fait, à partir du moment où tu commences à mettre des limites et à dire stop, bah, c'est là où il y a un retournement de situation. ouais, c'est complètement un autre univers. En fait, j'ai envie de dire, c'est marrant, je pensais à quelque chose, je pensais à tous les films, les comédies, les trucs on a été abreuvés en fait par notre voilà par les choses dans lesquelles on est en contact, notamment ça, parce que très souvent, ce qui est proposé comme modèle dynamique, c'est un modèle dramatique. C'est un modèle où il y a une tension, parce que justement, ça fait vendre, ça fait vendre tu vois, du cinéma, voilà. On est habitué Ouais, à ce drame, hein? ouais, c'est ça, il faut du suspense. En fait, ce qui fait que euh, on garde les gens captivés, c'est quand il y a de la peur, quand on active en nous la peur. Donc après, c'est pas forcément, on n'a pas besoin de voir un film d'horreur, hein, mais c'est juste un mode en suspense où on est tellement imprégné par l'histoire que nous-mêmes, on se met en mode survie de, oh, tu vois, il y a un danger, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va la quitter, est-ce qu'il va revenir, etc. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'on est dans une société où on nous parle de comédie romantique, mais la plupart, ce sont des comédies dramatiques. Ouais, On nous parle d'histoires d'amour, que ce soit dans les films, dans les séries ou même dans les musiques, les chansons. On nous dit que c'est des chansons d'amour ou des films d'amour. Ce sont des films de dépendance affective. Ce totalement. sont des films où la Écoute, relation est toxique. c'est totalement ça. Et c'est marrant parce que une fois que je me rappelle du titre, il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps avec comment il s'appelle l'acteur qui a joué dans Arsène Lupin. Je sais pas si c'est Omar Sy Oui, ou c'est lui. Et il a fait un nouveau film qui est sorti, je sais pas si c'est sur Netflix ou Amazon, je me rappelle plus, mais un des deux où il joue le personnage de quelqu'un de très connu qui est une star, un acteur Hollywood, enfin un acteur français mais superstar et qui se met en couple avec une fille lambda parce que par concours de circonstances, il est amené à la rencontrer. Et du coup, ils se mettent en couple. Et en fait, en regardant ce film, je pensais à la Orléans et je me disais, ah ben, il faut absolument qu'on l'utilise comme cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une relation. Tout ce qui est les choses qui vont conduire en fait à la dépendance, parce qu'ils sont dans une situation de dépendance affective, qu'en fait c'est enjolivé dans le film. Et là, j'étais catastrophée en fait. Je me suis dit, voilà l'exemple qu'on nous donne d'un couple qui soi-disant à la fin, bah, ils se retrouvent ensemble, mais je me suis dit, mais non, ils sont mal barrés quand même. ouais. Ils ont pas, alors, si quelqu'un peut le retrouver, le titre du film, le mettre, ou alors je le retrouverai, je le mettrai dans le chat, dans le commentaire plus tard, mais Ah, ça bug, Virginie.
Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que c'est clair que j'avais déjà eu cette idée de me dire, tiens, il faudrait que je reprenne des films et que je montre des extraits pour expliquer les dynamiques relationnelles quand la personne utilise, par exemple, des schémas de manipulation ou des leviers de manipulation, quand analyser, tiens, cette personne, c'est un profil anxieux ou c'est un profil évitant. Euh, Bref, rentrer vraiment dans le fait de décortiquer qu'est-ce qui est de l'ordre d'une relation saine ou pas saine en fait. Parce que, je le répète, tous les films que on peut voir, ce sont des films qui sont basés sur de la dépendance affective. Il y a pas de véritable histoire d'amour au cinéma, ou alors c'est très très rare. Tout est basé sur de la dépendance, sur des jeux de manipulation, sur des activateurs de conflits, et ça fait extrêmement souffrir. D'ailleurs, il y a un film, parce que je vous le dis, tous sont des films sur la dépendance affective, mais il y a un film particulier, moi, qui m'avait marqué et qui est très puissant en termes de levier de dépendance affective et de relations toxiques euh, avec un profil anxieux et un profil évitant, mais plus, c'est le film avec Vincent Cassel qui s'appelle Mon Roi. Il est extraordinaire ce film pour parler, tu vois, j'en ai des frissons quand je le lis, pour parler de cette dynamique où comment on rentre dans un schéma de toxicité au point de se perdre complètement en fait, de perdre son identité, de perdre ouais, qui on est vraiment. Donc, ouais, si j'ai envie de vous dire, regardez un film sur là, vraiment une belle dépendance affective et un schéma toxique, regardez le film Mon Roi avec Voilà, Vincent. et si vous voulez savoir comment s'en sortir et comment réécrire le film de votre vie, le scénario de votre vie pour que ça soit justement bah, une belle histoire à la fin, une histoire belle, une histoire où on est bien, on est apaisé, c'est harmonieux, ça coule de source, bah voilà, bien, venez nous voir à la Reliance. Mm, mm. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, invitation à regarder la conférence d'Aurélie, pour avoir les quatre étapes pour sauver ton couple. Ça, c'est vraiment un must. C'est le Ouais. film à voir. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, ouais, en effet, on va pouvoir mettre en lien, en commentaire, si c'est possible, Virginie, parce que c'est vrai que Oui, dans cette conférence, en fait, j'explique vraiment toutes les étapes qui permettent de pouvoir reconsolider une relation et repartir sur des bases saines. Parce que c'est vrai que la reliance amoureuse, c'est comprendre toutes les dynamiques relationnelles et sortir de celles qui sont pas constructives pour soi et pour les autres et repartir sur des bases. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi dans la reliance qui sont parents. Et c'est de se dire aussi que, ben, encore une fois, hein, on transmet nos schémas, on transmet nos traumas, on transmet nos blessures. Et les parents qui rentrent dans la reliance amoureuse, c'est aussi une opportunité en guérissant bah, d'aider leurs enfants aussi à se baser sur un nouveau modèle et éviter que ah eux ouais, aussi répètent ce schéma quand ils vont être adultes, de rentrer dans une relation de dépendance affective ou de blessure d'abandon ou de rejet, etc. Donc c'est important aussi de se dire que quand on guérit soi, en fait c'est un cadeau qu'on fait pour tout le monde au sein de la famille, en fait pour tous nos proches. c'est ça. Donc voilà, Bon, en bah tout cas. écoute, Aurélie, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Je trouve que c'est des éléments essentiels à apprendre pour notre vie. Et merci à vous tous et toutes qui nous ont rejoints. Et n'hésitez pas bah, à nous mettre vos commentaires, vos questions si vous en avez. Même on y reviendra plus tard. Donc, même si vous prenez en replay, n'hésitez pas surtout à mettre vos questions, vos commentaires. Voilà, Ouais, super. Ben, un grand merci à toi, Virginie. Et puis, ben, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique. À bientôt. ça Bye. marche. À bientôt. Ciao.